Le premier Fear and Hunger m'a beaucoup troublé. J'ai commencé le jeu sans rien y comprendre. Je me suis fait tuer par des chiens, je me suis fait arracher des membres. Et malgré la censure, t'es témoin de scènes violentes. Tu vois des choses que t'as vraiment pas envie de voir. Et clairement, c'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains. Et pourtant, ce jeu fait par un seul gars, je l'ai trouvé si riche. Je l'ai trouvé super original. C'est ce genre de jeu qui te force à comprendre tes erreurs, qui t'apprend les mécaniques et la dure, qui te tient jamais par la main. Et t'es là, tu te retrouves à tenter des choses quitte à perdre la partie. Et c'est ce que j'ai adoré par-dessus tout. Comprendre l'univers, comprendre ce qui m'entoure, pour pouvoir me frayer un chemin dans cet univers morbide, bien ficelé, rempli de bonnes comme de mauvaises surprises, et voir les conséquences de mes choix. J'en ai reparlé avec Oredar, l'ami qui m'a conseillé Fear and Hunger à la base, qui m'a dit Bah tu sais, t'as encore le 2 si t'en veux plus. Je dois encore moi-même le faire, mais c'est un jeu encore plus ambitieux que le premier, qui étend pas mal d'histoire et les mécaniques de son prédécesseur. En plus, il y a même un petit délire de cycle temporel à la Majora's Mask. Ça pourrait grave te plaire ça aussi. Et c'est comme ça que j'ai fini par lancer Fear and Hunger 2. Quand tu commences Fear and Hunger 2 Termina, t'as le choix entre 8 personnages, ça en fait 4 de plus que le premier. Et quand tu passes d'un personnage à l'autre, tu peux voir sa classe, son âge et des infos sur lui. Et la première chose qui frappe, c'est que c'est fini les chevaliers, les barbares, etc. Là c'est vraiment plus moderne. T'as des soldats, des mécanos, un journaliste, un médecin, un bagarreur, une botaniste, et j'en passe, et chacun a ses spécialités. J'ai commencé par jouer la mécano, qui ressemble vachement à Makima. Et pour commencer, j'ai appelé les persos comme mes viewers, j'aurais peut-être pas dû. Et comme dans le premier jeu, t'as le droit à une intro qui décrit le passé de ton personnage, et selon les choix que tu fais, tu récupères soit des compétences, soit des items de départ, ou les deux. Vous avez sûrement dû remarquer que là, le jeu est en anglais, mais pas d'inquiétude. On m'a envoyé un patch français, un bon patch français cette fois-ci qui traduit tout Fear and Hunger 2 après. Ah, et bien sûr, pour être friendly avec Twitch et YouTube, j'ai aussi mis un mode de censure, sinon on verrait beaucoup de tubs. Bon, dans cette intro, tu apprends que le monde de Fear and Hunger 2 est en guerre, et que mon personnage, par la force des choses, a aidé un résistant de la NLU. Pour faire simple, c'est un groupe qui se bat contre l'armée de Bremen, qui est en gros les méchants de l'histoire. Et mon personnage s'est donc fait enrôler dans cette résistance, et notre mission c'est d'aller voir ce qui se passe à Préville, occupé par l'armée de Bremen, sachant qu'on a perdu contact avec les résistants qui devaient nous retrouver là-bas. Mais juste après cette introduction, il se passe un truc bizarre. Durant le trajet pour aller jusqu'à Préville, on est réveillé avec une impression d'être observé. Et pour ne pas arranger les choses, les autres passagers du train n'ont aucune réaction. On se retrouve donc à aller de wagon en wagon, à fouiller des bagages pour récupérer différents items, jusqu'à arriver devant cette porte de bagages avec un papillon bleu devant qui semble nous indiquer d'aller dans cette direction. Mais entrer là-dedans, c'était sortir du train et être dans un atelier. Ça devenait déjà bizarre, et en plus, quelqu'un nous a accueillis. Le janitor ou le concierge en français, qui semblait nous chercher partout et qu'on devait se dépêcher parce qu'on était pressé. Forcément, toi, tu comprends pas ce qui se passe, tu repousses le gars, mais le repousser, c'était lancer le premier combat du jeu. Bon, j'avoue qu'à ce moment-là, j'avais pas mis le mode de censure, j'avais complètement zappé. Du coup, j'ai improvisé au montage. Mais c'est surtout l'occasion de vous parler des combats dans Fear and Hunger 2. C'est globalement la même chose que le premier, ça joue beaucoup sur le démembrement. Tu peux viser chaque partie du corps ennemi, les bras, les jambes, le zizi aussi si tu veux, ou la tête. Et là j'ai commencé par taper son bras gauche pour tenter de le découper et l'empêcher de m'attaquer avec son arme. Et quand tu tapes les jambes, tu peux faire vaciller l'ennemi, ce qui met le point faible de tous les ennemis en évidence, c'est-à-dire la tête. Tu peux tenter de taper la tête directement, mais il y a un faible pourcentage de chances que tu touches si tu casses pas les jambes avant. Là contre le géniteur, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu toucher sa tête et survivre, sinon j'allais mourir. Il y a d'autres mécaniques de combat dans ce Fear and Hunger 2, mais on y reviendra. Après la mort du concierge, j'ai pu récupérer le Kassara sur son cadavre, une arme, et commencer l'exploration de l'atelier. Mais à peine commencé que je suis entré dans une salle et là j'ai pas trop compris ce que c'était. Je me rappelle juste avoir vu la même scène dans Fear and Hunger 1, mais je demanderai des informations à Oredar. Et de toute façon t'es très vite téléporté ailleurs, au sommet de la tour de la lune où tu rencontres un mystérieux personnage, et surtout avec cette lune vraiment angoissante en fond. Mais ça nous apprend de quoi il s'agit réellement dans Fear and Hunger 2 Termina. Le festival de Termina vient de commencer. Nous faisons partie des 14 participants. Et au bout de 3 jours, il ne doit en rester qu'un. Et même si à ce moment-là je n'ai pas bien compris les informations, Fear and Hunger 2 venait de réellement commencer. En fait, tout ça ce n'était qu'un rêve. Mais le Kassara qu'on a trouvé sur le cadavre du concierge, lui, était bien réel. Mais le vrai problème qui se pose, c'est que le train s'est arrêté, et on n'est pas du tout arrivé à destination. On pouvait cependant sortir du train.
et là rencontrer tous les passagers, dont beaucoup de personnages qu'on pouvait choisir au début du jeu. De là se lance une discussion où t'apprends que le train n'avance plus, mon personnage étant mécano vérifie quand même les moteurs pour voir si tout va bien, et oui, tout va bien. Alors pourquoi ça nous a arrêtés en pleine forêt comme ça? Mystère. Par contre, on remarque que Préville n'est pas loin du tout, et certains personnages décident de rester dans le train pour attendre des secours, tandis que d'autres, comme nous, décident d'avancer tout seuls vers la ville. Voici donc le jour 1. Précisément, nous sommes le matin du jour 1, et je vous avoue que j'ai mis un moment à comprendre les mécaniques du temps. Gardez juste en tête ce qu'on a appris pour le festival pour le moment, on n'a que 3 jours pour être le dernier survivant. Et quand tu sais que tu dois potentiellement tuer les autres pour faire le festival, l'option pour attaquer les gens durant les dialogues, ça prend tout son sens. Mais j'ai d'abord mis ça de côté, je voulais déjà découvrir les lieux. Non, je déconne, dès que j'étais seul avec Tanaka près d'une cabane, je l'ai attaqué directement. J'ai d'abord coupé ses bras, j'ai cassé ses jambes et j'ai attaqué la tête. Tout ça pour avoir son âme et j'ai dépouillé son cadavre derrière. Et j'étais déjà devenu l'antagoniste. Après, pour ma défense, le jeu m'a dit d'être le dernier survivant, enfin, je fais ce que le jeu me dit, quoi. Après, j'ai compris le jeu comme ça, peut-être que c'est pas du tout ça qu'il faut faire, enfin. Possiblement, oui. Oh putain de merde! Ok, désolé. Je vous laisse faire vos trucs, hein, les potes. Ça, c'était ma première rencontre avec le bûcheron, et croyez-moi qu'on va le revoir. Juste au-dessus de sa cabane, c'était déjà Préville, et ma première mort est très vite arrivée. Pensez-vous que je suis mort, tué par un ennemi? À cause d'un clou rouillé peut-être comme dans Fear and Hunger 1? Peut-être que j'ai perdu trop de sang contre Tanaka? Non, j'ai vu des toilettes. J'ai vu le trou des toilettes et je suis entré dedans. Et c'est impossible d'en sortir. Le seul moyen que t'as pour continuer à jouer, c'est de relancer le jeu. Ah. Bon, cette fois-ci j'ai laissé vivre Tanaka. J'ai aussi remarqué la chèvre qui traînait près de la maison du bûcheron, mais je n'ai pas pu interagir avec. Par contre, j'ai pu entrer chez le bûcheron, mais je n'y ai rien trouvé d'intéressant donc je suis très vite parti. Je suis donc retourné jusqu'à la ville qui ressemblait plus à un village, où j'ai été accueilli par une sorte d'hôtel assez gore. Et d'ailleurs, regardez ces traits noirs sur les corps empalés. Ça là, c'est la censure, c'est un vieux coup de pinceau quoi. Dans ce début de village, on va voir un habitant avec un masque de cochon qui regarde des poissons. Ok. Mais surtout se faire agresser par une dame qui ne voulait rien entendre et qui présageait que tous les habitants seraient hostiles. Après forcément t'es dans Fear and Hunger, hein, je m'attendais pas à faire copain avec les gens. Mais quand tu vois que dès le premier combat tu perds déjà autant de vie, c'est très compliqué, vaut mieux esquiver tout le monde en vrai. Surtout que je le rappelle, mais quand tu gagnes un combat, tu gagnes aucun point d'expérience, hein. Ça sert à rien, vraiment. D'ailleurs le système de coffre est le même que dans le premier, ton loot est sujet à un lancer de pièces, si t'as raison t'as de loot, si t'as tort bah t'as pas de loot. Et grande nouveauté, il y a des armes à feu dans Fear and Hunger 2. Mais faut des balles. Et des balles faut en trouver. Pour continuer dans la ville, j'ai dû passer par des ruelles, puis par des caves où j'allais me faire agresser, mais quand tu sais comment esquiver les mobs, ça devient presque ridicule. Dans cette même cave, j'ai pu rencontrer un garçon qui avait l'air mal en point, mais j'ai pu gratter aucune info, il s'est barré dès qu'il m'a vu approcher. Par contre, en remontant de cette cave, j'ai trouvé un lit. Et les lits dans Fear and Hunger 1, c'était les sauvegardes. Mais dans le 2, la sauvegarde n'est pas sujet à un lancer de pièces. Là, l'agression elle est gratuite. Non, en vrai, j'ai appris un peu plus tard que pour sauvegarder, faut d'abord nettoyer la zone des ennemis. Mais à ce point-là du jeu, me dire qu'un combat m'attendra à chaque fois que je voudrais sauvegarder, c'était vraiment pas rassurant. Est-ce que je peux enfin sauvegarder? Oh oui. Ah non. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Welcome back. Ouais, à chaque fois que tu voudras sauvegarder, faudra repasser par la tour. À chaque fois, tu verras la liste des participants, et s'il y a des morts, et tu pourras faire un tour dans l'Exen et sauvegarder. Et si l'Exen ne vous dit rien, j'en reparlerai bien plus tard. Et comme l'a dit Oredar au tout début, une des mécaniques principales de Fear and Hunger 2, c'est le temps. Et quand tu sauvegardes, tu passes un tiers de la journée. Je suis quasiment sûr que ça vous paraît très flou actuellement. Mais plus on avancera dans la vidéo, plus vous comprendrez à quel point le temps est important dans Fear and Hunger 2. Ceci étant dit, j'ai découvert le manoir du maire. À ma grande surprise, un majordome m'a accueilli. Il m'a confié qu'un nouveau maire venait d'arriver en ville, et qu'il m'attendait déjà. Avant d'aller le rencontrer, j'ai pris la peine de visiter chaque pièce du bâtiment. La plus intéressante est sûrement cette bibliothèque, parce que jusqu'ici c'est le seul moyen de trouver des livres. Beaucoup de livres parlent de l'or, d'autres nous apprennent des mécaniques, et d'autres que je n'ai pas compris.
Mais le pire dans ce manoir, c'est cette salle, où tu rencontres le prêtre. Et le prêtre, mais mon dieu, mais regardez sa sale gueule. Le gars lâche un gros sourire quand tu le tapes, et lui m'a tellement défoncé que ça fait cracher mon jeu. Mais enfin bon, j'avais juste à l'éviter. Le maire était à l'étage, en train de manger des... Et oui, c'est vrai que sa dégaine est assez surprenante. Mais il est pas méchant, en fait, il avait juste envie de parler un peu. Je devais juste répondre à des questions un peu cheloues concernant la nourriture. Et à quoi me faisait penser ce qu'il me montrait. Et vu qu'à la fin il m'a passé la clé du lion, j'imagine que j'ai bien répondu à ces questions. J'ai aussi appris que pour aller après Evil Centre, il faut posséder 2 clés. Celle du lion que je viens d'obtenir, et celle de l'aigle que je vais devoir chercher. Je suis vite parti sauvegarder pensant que j'avais bien avancé, donc rebolote, la tour, etc. Et là vous voyez que le temps a avancé, c'est la nuit. Et la nuit, tu vois un peu moins bien. Oh putain, j'ai pas vu. Oh non, mais la fourberie, J'ai reset pour garder mes jambes. Dans cette partie-là de la ville, c'était comme un village de pêcheurs. Ici, les gens ne semblaient pas vouloir t'attaquer, et dans un coin, j'ai trouvé un ascenseur, pas fonctionnel malheureusement. Et dans une des cabanes, j'ai pu abréger les souffrances d'une personne à peine vivante. Ça sert à rien, mais c'est là, bon. Et puis, j'ai longé la plage. Je suis arrivé dans une forêt, pour me faire tirer dessus par quelqu'un que je ne voyais pas. Mais en m'enfuyant, j'ai remarqué cette porte qui menait sûrement vers les égouts. J'ai donc tenté de forcer la porte en fer. Mais la porte en fer était trop forte pour moi. Je me suis alors retrouvé sans vraiment savoir où aller. Surtout après avoir découvert ce chemin qui me ramenait jusqu'au train, où j'ai pu retrouver des survivants. J'ai même trouvé une carte, et j'ai surtout pu sauvegarder sans risque. Je suis passé au jour 2, et j'avais déjà peur de tourner en rond. J'en suis venu à tenter des trucs, à attaquer Olivia, l'une des survivantes qui m'a roulé dessus avec son fauteuil roulant, à chasser le tireur près des égouts qui m'a lui aussi tué. J'ai même tenté de taper le bûcheron mais j'ai pas fait long feu. En vérité, là ce qui m'a sauvé de la dépression, c'est que j'avais piffé. Je suis allé vers la porte qui menait vers Prayville Centre, celle que je suis censé ouvrir avec la clé du lion et de l'aigle comme me l'a dit le maire. Bah je l'ai cassée avec une pince coupante, et je sais même pas où je l'ai trouvée. Bon arrête. Vraiment ? Mais c'est pas vrai. J'ai pas besoin des 2 clés. Et à peine arrivé en ville, comme marqué sur l'écran, on arrive au beau milieu d'une rencontre. Marco et Tanaka, 2 passagers du train, en pleine embrouille avec un lieutenant de Bremen. Ce dernier finit par fusiller les 2 passagers sous nos yeux, et nous laisse la vie sauve parce qu'on l'a pas arrêté. Ah oui, il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que tout le monde est au courant pour le festival de Termina. Alors certains voudront survivre, et d'autres se prêteront au jeu. Malheureusement, cette run s'est finie contre un CRS avec 3 matraques. En m'empêchant de fuir le combat, c'était finito pour moi. Ça, c'était mes 3 premières heures de jeu au Raider. Ça change vraiment de la Dark Fantasy qu'on avait dans le 1, et je t'avoue qu'au départ, j'ai eu un peu de mal à me faire à l'ambiance. Eh, bien joué, Sekai, belle avancée. Comme dans le premier jeu, tu constates que la progression se fait avec difficulté, mais elle est bien présente. Je suis sûr que beaucoup de choses te semblent encore cryptiques, mais l'apprentissage que tu cumules au cours de tes luttes va t'aider à aller toujours plus loin dans le jeu. Ça, c'est cool. Je pense déjà pouvoir éclairer ta lanterne sur plusieurs points au niveau des événements auxquels tu as été témoin. Premièrement, on avait déjà quelques indications dans le premier jeu que le monde dans lequel se déroulait l'histoire était une sorte de reflet du monde réel, au moins au niveau géographique. Le gros de l'histoire se passait dans un monde médiéval du royaume de Rondon, qui est l'équivalent de Londres avec certains acteurs comme Ragnavaldr, venant du royaume d'Oldegard, qui correspond totalement au pays scandinave de notre culture. On pouvait donc carrément tracer un parallèle entre les événements prenant place durant le jeu et les guerres que se menaient les Danois et les Anglais au cours du XIe siècle. Ici c'est pareil. Comme tu l'as bien noté, on apparaît en plein conflit dont les principaux acteurs sont le Bremen et le royaume de l'Est, littéralement l'Allemagne et la Russie respectivement. Ça t'a aussi tout de suite sauté aux yeux, mais le monde cette fois-ci est beaucoup plus contemporain, représenté par les classes de nos personnages, mais aussi par la présence centrale du train, qui représente lui aussi le passage de la révolution industrielle dans ce monde. Mais on y reviendra là-dessus, je pense. La salle dans laquelle tu as atterri à la fin du rêve est aussi réminiscente d'une zone du premier jeu. Il s'agit de la grande salle des nouveaux dieux. Pour rappel, les nouveaux dieux sont des humains qui ont accompli un pèlerinage vers Mahabré pour s'élever au rang de divinité. Mais étant incapables de devenir aussi parfaits que les dieux créateurs du monde, leurs pouvoirs finissent par s'estomper et seront ultimement remplacés et se verront accorder une retraite dans cette salle. On peut d'ailleurs y croiser Shambhala, Valtei, Nilvan et François, les 4 nouveaux dieux que l'on destitue dans le premier jeu. Est-ce que ça veut dire du coup que les protagonistes du premier jeu ont réussi à mettre fin au cycle de succession de ces dieux usurpateurs? Pas tout à fait. Mais ça aussi on y reviendra.
Sinon toi, t'as fait comment pour aller en ville? Pour ma part, j'ai choisi de jouer Marco. Tant toi tu t'es dirigé vers Makima, pour ma part, je me suis dit que Jotaro aurait ses chances de survivre dans le festival de Termina. J'aime beaucoup ce personnage, c'est vraiment l'embodiment du thug au grand cœur. C'est un orphelin qui a grandi avec sa sœur dans les rues malfamées du Vatican. Différentes fréquentations avec la mafia locale l'ont aidé à sortir de la misère mais l'auront également poussé au meurtre à 2 reprises. Après avoir littéralement détruit son bourreau, il se rend aujourd'hui à Préville pour rejoindre sa sœur et commencer une nouvelle vie avec sa seule famille loin de ce passé sombre. C'est un peu pour lui son arc de rédemption. En sortant du train, j'ai littéralement pris le chemin opposé au tien. Déjà parce qu'au lieu de m'en prendre à ce pauvre Tanaka, j'ai supplié Karine de venir avec moi et à force de rester dans ses pattes, je me suis retrouvé à l'est de la ville, dans son village de pêcheurs. Ici, on se retrouve directement dans une ambiance Lovecraftienne, type village d'Innsmouth. On a des PNJ qui semblent entamer une métamorphose vers quelque chose de plus poisseux, en n'arrêtant pas de répéter qu'ils ont été touchés par la lumière lunaire de Rare. Comme Karine refusait toujours de me protéger, je me suis retrouvé dans les sous-sols du village, dans lesquels j'ai trouvé un livre occulte me partageant une nouvelle mécanique du jeu, des cercles d'invocation permettant de prier la grâce des dieux. Les informations m'étaient encore à ce moment-là un peu cryptiques. Tout ce que je savais à présent, c'est qu'à côté de moi se trouvait un cercle dit imparfait représentant les nouveaux dieux, et que je ne pouvais rien en tirer. Peut-être parce que les nouveaux dieux ont disparu de ce monde? J'ai plutôt réussi jusqu'ici à éviter les dangers. Je pense que j'ai dû passer par la easy way. Mais t'inquiète pas, je me suis moi aussi rapidement fait punir pour mon insolence. On a littéralement balancé mon perso en pâté au cochon. Quel enfer. Salut. Fée Fée Marco Au secours. Elle vient de battre, cochon de ses morts. Coup de tête là. Ah, le censor patch... Il sait vraiment quoi censurer, quoi. En continuant ma route, je suis tombé sur un autre livre intéressant, une Bible d'Almer. C'est un dieu qui était déjà présent dans le premier jeu. D'ailleurs, c'est un peu lui l'instigateur de cette histoire de nouveau dieu malgré lui. Il est littéralement le Jésus de cet univers. Né totalement humain, il sera le premier et le seul à réussir à atteindre une forme rivalisant avec les dieux originels. Sinon, la Bible m'a appris à dessiner son sigil. Et vu que j'ai trouvé une craie un peu plus tôt, je suppose que je vais pouvoir graver ça dans les fameux cercles rituels maintenant. Oh, une autre Bible. Et celle-là pique encore plus ma curiosité. Il s'agit d'une Bible racontant l'avènement d'une nouvelle divinité, celle de la peur et de la faim. Il s'agit là en fait de la petite fille que l'on peut libérer dans le premier jeu. C'est la fin que tu relates d'ailleurs dans ta première vidéo. En emmenant cet enfant de Legarde et de Nidvan, l'une des nouveaux dieux de l'époque, dans les entrailles du dieu des profondeurs, cette dernière a réussi à se métamorphoser en une divinité du Randolmer. On apprend ici que même si son titre évoque des notions plutôt négatives dans l'esprit humain, ses intentions sont totalement altruistes. N'ayant connu elle-même que la famine et l'effroi, elle est la plus amène à comprendre la vulnérabilité des humains. Par conséquent, elle les poussera vers l'évolution et vers ce qui deviendra l'équivalent de la révolution industrielle chez nous. Amorce d'une ère plus prospère pour l'humanité, mais aussi de nouveaux conflits. Dans ce monde, cet âge est appelé celui de la cruauté. 2 choses intéressantes à tirer de cela. D'une part, on a la preuve que d'autres êtres peuvent prendre le flambeau des anciens dieux et mener l'humanité dans leur direction. Et deuxièmement, cela signifie aussi que l'un des protagonistes du premier jeu est mort dans les tréfonds du donjon en emmenant la petite fille vers le chemin de l'ascension, on le voit dans la fin A de l'épisode précédent. Bon, on fait toujours notre petit bout de chemin avec tout ça, pour le moment on évite les pièges, je compte pas me laisser avoir par de stupides toilettes moi, pardon c'est Kai. J'arrive à retrouver mon chemin jusqu'à la cabane du bûcheron et... Oh, je me demande si on peut rentrer dans le puits... Sans commentaire. Aïe, j'ai pété la jambe c'est ça? Je suis sûr que je me suis pété la jambe. Piège chance. Je me sentais pas si chanceux pour une raison ou une autre. Voilà. Voilà. Oh, tout va bien. Tanaka vient à ma rescousse. Ah, il vient de se faire trancher la tête par le bûcheron, je suppose. Pourquoi j'ai l'impression que ça va être une tendance de bully ce pauvre Tanaka? Enfin bref, il semblerait que l'homme des bois ait étanché sa soif de sang, et il veut bien m'aider à sortir d'ici finalement. Je suppose que je peux en profiter pour fouiller les environs. Il va pas être content si je rentre chez lui et que je ressors, non? Lui qui m'avait dit de partir. Je t'avoue que la première fois, j'avais même pas vu cette partie-là de la maison, avec la porte de la cave enchaînée comme ça. Heureusement qu'après t'as trouvé la clé de la cave en te battant contre le bûcheron. Enfin, c'est lui qui t'a agressé parce que t'as dormi dans son lit. Et franchement, bravo pour la win parce que moi j'aurais eu trop peur pour le combattre. Et c'est donc là que tu as trouvé la clé de la cave. J'ai pu accéder à la cave et j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Un cercle rituel.
Je vais enfin pouvoir aller à la rencontre de cette nouvelle déesse en dessinant son sigil et... Ah, rien ne se passe. Ok, pas de panique. Il y a aussi des bougies autour du cercle. Peut-être que si je reviens avec quelques allumettes, je serai en mesure de l'activer. J'ai continué vers l'ouest et je suis tombé sur un bunker souterrain. Un monstre imposant s'est bien me poursuivre après avoir défoncé la paroi du bunker. Mais en m'enfonçant dans ce dédale, j'ai fini par trouver la première clé du portail et activer une sorte d'ordinateur chelou. Regardez en tête pour plus tard ça. Vous allumez le moteur, le moniteur, connectez le téléélectroscope sur logique, lire le manuel d'instruction. Mais malheureusement, avec le monstre qui m'attendait à l'entrée de ce niveau, il m'était impossible de rebrousser chemin. C'est là que je suis tombé sur un nouveau cercle rituel avec un nouveau sigil qui m'a emmené dans une dimension ressemblant beaucoup au rêve vécu par les passagers au début du jeu. L'entité qui ressemblait précédemment à un système informatique est devenue un amas de chair complètement organique et de nouvelles créatures cheloues ne souhaitaient pas du tout me voir partir d'ici. J'ai quand même réussi à trouver un autre saut qui m'a permis de m'évader du bunker avec une première clé. Sur le chemin du retour, j'ai pu trouver un marchand qui vendait tout un tas de bricoles, mais surtout les allumettes tant convoitées. Je me suis donc empressé d'en acheter une bonne poignée pour retourner à la maison du bûcheron pour compléter mon rituel. Et sans succès en fait. Tout comme toi, je me suis ensuite dirigé vers la maison du maire, où j'ai pu faire le plein de nouveaux livres, dont une bible de Grogoros, le dieu destructeur, et une bible de Rare, ce qui m'a permis de me rendre compte que c'était complètement son sigil qui était dessiné au fond du bunker et entamé avec du sang dans la cave du bûcheron. Je suis allé ensuite m'entretenir avec le propriétaire des lieux, mais n'ayant pas réussi à employer les bons mots, il s'est mis à m'attaquer et a tout de suite mis fin à ma progression. Ah, c'est pas grave, ma dernière sauvegarde est vraiment pas loin, j'y retourne. Cette fois-ci, au lieu d'aller tout de suite parler au maire, j'ai un peu approfondi mon exploration des lieux et je suis tombé sur Marina, une autre passagère du train, enfermée dans une chambre après avoir été kidnappée par le monstre. Elle a accepté de rejoindre mon groupe, mais a évoqué un détail assez pertinent. Le maire est un nouveau venu tout comme nous, sous-entendu un autre passager du train. Et il est vrai que son choix vestimentaire me fait pas mal penser à Henrik. On se sent tout de suite plus confiant après avoir réussi à recruter un nouveau membre dans ces jeux-là. Fier de cette nouvelle découverte, j'ai pu cette fois-ci confronter le maire correctement, obtenant la deuxième clé qui me permettra d'accéder au centre de la ville. J'ai aussi affronté le prêtre qui t'avait manqué de respect, et remarquant qu'il était installé dans un cercle rituel, j'ai décidé de tester un de mes nouveaux sigils avec celui de Grogoros, qui m'a proposé de... sacrifier Marina. Ah, désolé ma chère, c'est pour la science. La bougresse s'est bien débattue, mais j'ai pu offrir son âme en l'honneur du dieu de la destruction. Ce qui n'a pas servi à grand chose, à part augmenter mon affinité avec ce dernier. Grogoros approuved. C'est donc seul que j'ai pu utiliser les deux clés sur le portail, ce qui était bien embêtant car cet ennemi avec un masque de porc m'a poursuivi tout le long des rues. Mais au final, j'ai pu m'extirper vers le centre de Préville, et même si nos chemins n'ont pas du tout été les mêmes, nous nous retrouverons à peu près au même point tous les deux. Ok, c'est comme ça que tu trouves les deux clés pour aller après Evil Centre. Et bah tu sais quoi, j'ai trouvé un autre moyen. Tout d'abord, j'ai recommencé ma partie. Finito Makima, je suis passé sur le mage jaune, Ossa de son prénom. Et pour celles et ceux qui ont vu l'épisode précédent, les mages jaunes c'était ça. Donc Ossa fait directement référence au premier jeu, et son intro était vraiment trop longue. Vénéré d'anciennes divinités, quoi qu'il parce que des marionnettes sans visage étaient considérées comme morts de l'intérieur sur votre pays d'origine. Vous avez d'abord ignoré les propos d'Asie, il m'a fallu suivante, vous avez été hanté par des cauchemars les plus violents. La colère, vous avez avancé. Vous étiez dans l'eau d'entrée du donjon, la salle était grande, à votre gauche se trouvait... Vous êtes... Attends, j'ai sauté dans les toilettes. Vous vous enfoncez jusqu'au genou de la crasse et les extrêmement anciens. La fosse était étroite et vous ne pouviez plus bouger. La seule faible source de lumière dont vous disposez après l'extinction de la torche était le petit trou des toilettes par lequel vous étiez faufilé. Il n'y avait aucun moyen de remonter car les murs étaient recouverts d'excréments glissants. On dirait que votre voyage s'est terminé avant même d'avoir pu commencer. J'ai lu tout ça pour rien. Oui, je suis mort durant l'intro de mon personnage. Dans les toilettes en plus. Je suis abonné en fait. Je suis abonné. Bref. En vrai, Ossa est un personnage vraiment intéressant. Durant son intro, t'apprends qu'il vient d'une école de spiritisme et qu'il a rejoint un certain groupe pour approfondir ses connaissances. Mais ce fameux groupe se dirigeait vers les donjons de la peur et de la faim. Ouais, c'est bien là où se déroulait le premier jeu. Désormais c'était des ruines, mais ils ont retracé les événements. Jusqu'à ce que Ossa entende une voix sous les décombres. C'était la voix de Nasra, la tête décapitée que j'avais aussi rencontrée dans le 1, avec un passage qui m'a un peu terrifié que j'ai mis dans la vidéo précédente.
À savoir que Nasra est comme le big boss des mages jaunes. Il en fallait peu pour convaincre Ossa d'aller à Préville. Surtout que son nouveau maître lui a promis des événements aux proportions cosmiques et que les étoiles étaient alignées pour que quelque chose de grand se produise. Préville, on arrive. Oh mec. Mort en 2 hits. Oh, je me fais tellement bolos dans le jeu, je sais pas où aller ni quoi faire. La vérité, c'est que la run avec Ossa n'a pas duré très longtemps. Je vais quand même vous résumer ce que j'ai découvert avec lui parce qu'il y a eu pas mal de choses mine de rien. D'abord, en allant voir le maire dans l'optique de récupérer la première clé, il n'y avait pas le maire, mais j'y ai rencontré Henrik. Il était au bord du craquage, il était affamé, il était persuadé qu'à la mairie, il y avait une réserve de nourriture. Naturellement, je me suis mis à la chercher. J'ai trouvé une échelle derrière le prêtre qui m'avait défoncé, et de fil en aiguille, j'ai trouvé cette fameuse réserve. Henrik était heureux, il avait comme projet d'emmener toute cette nourriture au train pour faire à manger à tout le monde. Ça pouvait pas être un mauvais gars. Mais Horedar l'a dit, Henrik c'est le maire. Mais comment il est devenu le maire? La réponse, c'est le temps. Les premières fois que nous sommes allés à la mairie avec Horedar, on avait déjà sauvegardé minimum une fois, ce qui a fait passer le temps et qui a permis la transformation de Henrik en maire. Cependant, dans ma partie avec Ossa, j'ai foncé directement à la mairie. Sans sauvegarder, c'était le matin du jour 1. Est-ce que vous comprenez pourquoi le temps est si important dans Fear and Hunger 2 Termina? Pour finir ce jeu, fallait être minutieux dans nos choix. Parce que chaque action a ses conséquences. Enfin bref, tout ça pour que Henrik nous récompense avec la clé des égouts. Et je savais où étaient les égouts. Ah! Nouvelle zone, et je vais pas vous mentir, c'est vraiment pas ma préférée. Les égouts sont hyper labyrinthiques, tu sais pas où tu vas. Y a des ennemis qui glissent des canalisations comme de la merde, littéralement. Et tu tournes un peu en rond jusqu'à trouver cette échelle qui t'emmène au centre de Préville. Oui. Oh, centre-ville, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, je suis au centre-ville. Ok, donc soit tu vas chercher les deux clés pour ouvrir la grille, soit t'as du bol et tu trouves la pince coupante, ou sinon tu passes par les égouts. Je me demande s'il y a encore d'autres moyens pour aller après Ville-Centre. Bon, pour l'instant, mes pas m'ont mené jusqu'à cette bête en train de fracasser un CRS et qui s'enfuit. Étant curieux, j'ai suivi sa trace. Ça m'a mené à une église, et j'ai eu droit à une scène assez surprenante. Une fille aux cheveux noirs en train de disputer le père d'Omek, qui s'avère être le père de Marina, le personnage que tu as sacrifié à Grogoros, Horedar, on n'oublie pas ici. Mais il a l'air d'avoir complètement renié sa famille. Il en vient même à gifler sa fille. Oui, donc elle, c'est la sœur de Marina, qui finit par le poignarder sous nos yeux. Et la réaction du père était des plus délicates, ma foi. La fille finit par s'enfuir, laissant le cadavre du père se faire engloutir par le sol. Mais ça nous laissait surtout une nouvelle zone à explorer. J'ai pu monter sur des poutres au plafond comme dans Dark Souls 1, et à part des ennemis imposants et des cadavres pendus à ces poutres, je n'y ai pas vu grand chose. Mais ma découverte majeure dans l'église était cette note, me parlant de 3 effigies à collecter, dispersées dans tout Préville, mais heureusement que les emplacements étaient notés sur la carte, et j'ai remarqué juste après que tu pouvais déposer ces fameuses effigies sur les autels en plein milieu de l'église. Alors la première étape c'était d'entrer à Préville Centre, et la deuxième c'était de collecter les 3 effigies. Par la suite, je me suis dirigé vers l'est, où je suis entré dans une cabane poursuivi par un soldat. J'y ai trouvé une bobine de film. Intéressant. Et quand j'ai voulu partir de cet endroit, je me suis fait agresser par Needle. C'est le fou de la ville, c'est le mob qui te suit partout dans la ville et qui ne veut pas te lâcher quoi. Ok, déjà notons qu'il est vraiment flippant, et ses armes ce sont des seringues. Évidemment, je n'ai pas réussi à m'enfuir et j'ai perdu le combat. Mais perdre face à lui ne m'a pas tué, ça m'a juste mené dans un tunnel où j'avais la cheville attachée. Jusqu'à ce qu'un spectre prenne possession de moi. Ce qui a conduit à une maxi branlette. Ok. Mais je n'étais pas mort pour autant, j'ai continué dans les tunnels. Et juste à côté, j'ai trouvé un projecteur qui m'a permis de visionner la bobine de film trouvée juste avant. Et comme tu l'as bien dit, Horedar, on voit le villageois devenir quelque chose de plus poisseux. Et comme je n'avais pas sauvegardé depuis le début de ma partie avec Ossa, mourir contre ces chiens abominables signifiait le reset total de ma run. Mais au moins j'ai appris pas mal de choses. Ah, nice tout ça, on progresse, on progresse. Bon, de mon côté, je suis peut-être arrivé à Préville plus tôt, mais j'étais pas bien mieux préparé pour les ennemis qui m'attendaient là-bas. Vu que littéralement le premier ennemi que j'ai croisé m'a défoncé, je suis un peu retourné fouiller les alentours de la maison du maire.
Déjà, pour récupérer une save où Marina m'accompagne encore, sans rancune j'espère, mais aussi pour tester un autre sigil dans le saut qui est présent, celui de Rare. Comme on pouvait s'y attendre, ça m'a encore transporté dans la même dimension chelou avec toujours ces mêmes ennemis, mais j'en ai rapidement fait le tour sans rien trouver d'intéressant. Même en dehors de l'enceinte de la ville, les choses peuvent tourner au vinaigre très rapidement. En l'espace de quelques secondes, j'ai perdu mes jambes en marchant sur un piège à ours, Marina est morte d'une infection, et Cochon Man a mis fin à cette run. Bon, vas-y, perdu pour perdu, autant retourner directement au centre de la ville voir ce qu'on peut y trouver d'intéressant. Grâce à la compétence de crochetage de Marco, je peux me faufiler un peu dans toutes les habitations et ma première découverte a été des plus intéressantes. J'ai trouvé un autre type de sceau dessiné sur le sol. Je me suis alors souvenu de la Bible occulte et j'ai compris qu'elle essayait de m'expliquer qu'il fallait associer les bons sigils au bon cercle. On a donc le cercle asymétrique pour les dieux originaux, Grogoros, Sylviane, Rare et Vinushka, et le cercle dit parfait pour les dieux ascendés, à savoir Olmer et la déesse de la peur et de la faim. Du coup, cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Yes! Et son effet est des plus intéressants. Elle permet de sauvegarder. Comme Lily, tu me diras, mais j'ai pas l'impression que le temps s'est écoulé à l'issue de cette interaction. Ça va nous permettre de mieux gérer cette ressource si importante dans ce jeu qu'est le temps. En parlant de ça, j'ai aussi ramassé une bible de Vinushka dans la pièce d'à côté, la déesse de la nature. J'espère que j'aurai l'occasion de la tester et de confirmer mes pensées. J'ai ensuite littéralement marché dans tes traces, mais même si j'ai emprunté le même chemin, les choses ne se sont pas du tout passées de la même manière. Déjà, j'ai croisé... Le garde? Ok, pause. Je suis sûrement pas au courant vu que c'est une fin assez tricky à déclencher, mais dans le premier jeu, il est possible de sauver le garde, l'amener au travers de Mahabré jusqu'au trône de l'Ascension, le transformant en nouveau dieu, prenant cette forme d'une silhouette vêtue d'une longue robe jaune, faisant écho au King in Yellow, personnage de l'écrivain Robert Chambers, autre grosse influence de la dark fantasy et de l'horreur cosmique, parfois référencé dans les écrits de Lovecraft d'ailleurs. On a fait une nouvelle connexion entre les deux jeux. Autre fin qui n'est pas incompatible avec cette issue, ce serait la fin S de Darcey, dans laquelle, après être arrivée trop tard pour sauver son amant, elle s'associe avec Nostramus pour développer un sort de nécromancie permettant à Le Garde de reprendre forme et poursuivre son périple. Peut-être que les fins canon du premier épisode sont les fins S de chacun des personnages. Ça serait pas du tout incompatible. Mes tergiversions se sont rapidement arrêtées car j'ai moi aussi croisé Needle qui m'a complètement pris en embuscade et au moment où je commençais à prendre l'avantage sur lui, ce tricheur a pointé un flingue sur moi. Vas-y, c'est pas juste. Ne marquez pas non plus la fin de mon aventure pour autant, j'ai eu le droit à la même transition bizarre et j'ai pu continuer ma route. Par contre, j'ai perdu Marina dans le feu de l'action. C'est pas totalement ma faute cette fois. J'ai ensuite pu moi aussi m'aventurer dans l'église d'Almer, mais à ce niveau-là, je pense qu'on était déjà au milieu du deuxième jour, donc je n'ai pas eu la rencontre de la sœur et du père de Marina. Cependant, j'ai pu entrer dans le confessionnal pour me confier à un prêtre qui s'est avéré n'être autre que... Oh, ça qui me faisait une blague. Pas fou comme move, mais pour être honnête, je me réjouis du fait que les autres contestants n'en veuillent pas à ma peau. J'ai beau avoir tourné en rond quelques minutes dans cet édifice, à part des monstres bizarres sur les poutres, j'ai absolument rien trouvé d'intéressant. J'ai voulu fouiller l'extérieur de l'édifice, mais Needle a encore profité de la situation pour me prendre en tenaille. Malgré l'absence de ses bras, j'ai été quand même trop amoché pour pouvoir lutter contre mon poursuivant. C'est encore une fin de run. En reprenant ma save, j'ai pu retrouver Marina, encore une fois, mais je suis tombé sur une nouvelle menace. Il semblerait que parfois, quand on passe à côté de ces petits cercueils disséminés un peu partout dans la ville, Masque Mortuaire peut se réveiller de sa petite sieste pour nous poursuivre à son tour. Et il est violent! Même Needle c'est un enfant de cœur à côté de cette montagne imposante. Après m'être fait faucher plusieurs fois par ce nouvel ennemi, j'ai quand même réussi à croiser un visage familier et plus amical dans tout ce chaos. Ouais, tout est relatif, je sais. Pocket Cat! Dans le premier jeu, c'est un marchand qui nous vendait des armes surpuissantes en échange d'enfants. Il se disait déjà être un serviteur de Rare dans l'opus précédent, donc c'est complètement logique de le croiser ici. Il s'est encore mis à divaguer sur plusieurs sujets avant de me proposer ses services. Il vend différents ouvrages, comme les différentes bibles par exemple, mais sa monnaie d'échange cette fois-ci sont les têtes des autres passagers du train. C'est intéressant car, étant un serviteur du dieu lunaire, on comprend qu'il est juste là pour appliquer sa volonté. À savoir ici pousser les participants du festival à s'entretuer. Du coup, je me dis que si dans le premier jeu il récoltait les enfants perdus dans le donjon, c'était principalement en espérant tomber sur la petite fille destinée à devenir une nouvelle divinité. Il souhaitait prévenir l'ascension de ce nouvel être en sachant ce qu'elle était, mais pas qui elle était. C'est aussi intéressant de se dire que la naissance de nouveaux dieux est apparemment un événement gênant aux yeux du dieu farceur Rare. Alors que je me sentais enfin tiré d'affaire, Needle m'attendait encore une fois au détour d'une ruelle. J'ai réussi à m'enfuir, mais au bout de la rue suivante, 3 ennemis me sont tombés dessus, armés jusqu'aux dents. Je me suis encore faufilé entre leurs griffes. On les appellera la squadra, et j'espère qu'on les recroisera pas de sitôt. En continuant ma route, je suis tombé sur le cadavre de Levi. L'un des autres passagers est aussi l'enfant terrifié que tu avais croisé au début de ta run, Sekai. Ça y est, le premier contestant est mort. Karine nous est ensuite tombée dessus, et bien qu'elle m'ait cru quand je lui ai dit que je n'étais pas le responsable de cette mort, elle refusait de se joindre à nous par manque de confiance.
Un peu plus loin, j'ai croisé de nouveau Ossa. À l'inverse de notre première interaction, il était cette fois-ci totalement sur la défensive, m'interdisant de l'approcher sous peine de représailles. Il m'a alors coupé l'accès au reste de mon exploration en cette direction. Je me réjouissais de l'ambiance encore détendue entre nous il y a quelques heures, forcé de constater qu'après la mort de Levi, le vent a bien tourné entre les contestants. Ne voulant pas provoquer la colère du mage jeune, j'ai dû passer par les égouts pour continuer ma route. Il y avait ici plein de villageois réfugiés qui se sont mis à m'attaquer à vue. Ils avaient beau être nombreux, ils étaient vraiment affaiblis et n'ont pas résisté à quelques coups de marco. Il y avait aussi une vieille dame qui invoquait des rats, mais à part l'infection que peut infliger les rongeurs, elle ne représentait pas une très grande menace. Je me suis alors retrouvé dans ce qui semble être le quartier commerçant de la ville. Ma première destination a été un magasin de vêtements dont s'échappait un bruit strident continu. Allô ? C'était un obélisque de fringues. Je l'ai affronté pendant plusieurs minutes avant de me rendre compte que le seul but de cette créature était de drainer la santé mentale de mes personnages. Ah, je me suis fait avoir. La destination suivante s'appelle le Pré-Evil Bop. C'est un bar ambiance jazzy dans lequel les membres de mon groupe se sont relaxés. J'ai pu discuter quelques instants avec Marina, profiter d'une petite boisson, mais je n'ai rien trouvé d'intéressant ici non plus. Même si avec le recul, la présence de ce petit papillon semble indiquer des points importants sur le déroulement de l'histoire. Il y avait le même dans le bunker à côté du grand ordinateur. Garde peut-être ça en tête si tu tombes ici, Sekai. Juste à côté, j'ai trouvé mon PNJ préféré, le docteur Keffer, qui m'accueillit comme il se doit, dans sa charmante boutique. Il avait l'air de vendre des items fort intéressants, mais hors de ma portée. J'ai donc décidé de me faufiler dans l'arrière-boutique dans laquelle j'ai trouvé une bible de Sylviane, la déesse originelle de la vie, et j'ai aussi un peu trop joué avec l'ambre mystique, libérant un génie qui était pas du tout là pour exaucer mes souhaits. Espérons qu'il reste enfermé là-dedans. À force de fuir tous ces poursuivants présents dans la ville, j'ai trouvé l'accès à un nouveau point d'intérêt, l'orphelinat. Déjà que l'endroit n'était pas le plus accueillant au premier abord, le plancher s'est mis à s'effondrer sous mes pieds, faisant tomber mon équipe au niveau inférieur. Je me suis instantanément fait attaquer par des prêtres décrépits comme celui de la maison du maire, et parce qu'il restait des enfants qui autrefois séjournaient ici. Il semblerait que ces pauvres orphelins aient été victimes des expériences du clergé représentant l'autorité ici. J'ai beau avoir erré ici plusieurs minutes, j'ai rien trouvé d'intéressant. Mais j'ai sûrement dû passer à côté de l'objectif, à cause des attaques incessantes des locataires. Et comme si ça ne suffisait pas, le fameux génie a retrouvé ma trace mettant fin à ma run. J'avais pas eu l'info des effigies de mon côté, ni leur carte, mais il semblerait que ce soit l'un des endroits indiqués dessus. Tu sais où elle est maintenant. J'espère que tu t'en sortiras mieux que moi, Sekai. Ah ouais, ça fait beaucoup d'infos croustillantes tout ça, oh là 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 là. Je me suis empressé de recommencer une troisième run, mais cette fois-ci avec Karine. Comme elle a l'air hyper compliquée à recruter dans ta partie au radar, je me suis dit, pourquoi ne pas la jouer tiens. Dans son intro, t'apprends qu'elle est originaire du Bremen, mais que sa famille n'était pas des purs nobles comme les autres. Elle s'est donc fait jeter en pâture pour le grand public lorsque les temps étaient troubles, et à cause de ça, Karine, petite, a dû fuir vers le royaume de l'Est. Enfin, c'est ce qu'on lui a dit parce que tout était mensonge. En fait, c'était sa nounou qui l'avait enlevé et qui vivait grâce à l'argent de la rançon. Bref, un passé très bordélique qui a plus ou moins bien fini, mais cette jeunesse mouvementée l'a menée vers le journalisme. De là, elle a appris l'existence de Kaiser, le big boss de Bremen et des nouveaux dieux, et que tout ça concordait vers Préville. Grâce à toutes les connaissances accumulées dans ma partie comme celle d'Oredar, je savais où aller pour vite aller à Préville Centre. Je me suis d'abord dirigé vers le bunker qu'avait trouvé Oredar, et j'ai été surpris par la mécano qui a décidé de m'accompagner. C'est trop bien parce que moi depuis le début, ma team se compose que de moi-même. C'est vraiment pas ouf. Hein. Contrairement à toi, Oredar, je ne suis pas tombé sur le monstre qui défonce la porte, mais sur Needle, en train de couper la tête de Tanaka. Vraiment, le pauvre il se fait bolos par tout le monde. Et concernant le monstre qui a croisé Oredar dans ce bunker-là, on a déjà vu un cas similaire, à la mairie. Je vous laisse faire vos conclusions. Donc ici, on connaît, on prend d'abord la première clé, et en suivant tes conseils au radar concernant les papillons bleus, j'ai allumé cette machine qui semblait être désignée. Allez. Ensuite, je me suis dirigé vers la mairie pour récupérer l'autre clé. J'ai sauvegardé une fois avant pour que Henrik se transforme en mer, et ainsi récupérer la deuxième clé. Et une fois après Evil Centre, j'ai moi aussi marché sur tes pas au radar. J'ai rencontré Pocket Cat, j'ai revu Needle, la Squadra qui m'a éclaté. À la différence près que j'ai assisté à l'agression de Levi. Ne voulant pas le retrouver gisant par terre comme chez toi au radar, j'ai décidé de les interrompre en combattant Caligura. Alors ce mec, on l'a jamais vu, je ne sais pas d'où il sort. Mais à sa mort, j'ai reçu son âme, ce qui m'a indiqué que c'était lui aussi un participant du festival. Mais je n'en sais pas plus et Levi s'est barré après, pour changer. Ceci dit, dommage que ma run n'a pas duré plus longtemps. Tu es pas... Oh.
Ouais, moi aussi, à ce moment-là, je venais d'apprendre l'existence des mines. C'est fourbe, c'est fourbe. Du coup, la deuxième fois, j'ai laissé Caligura tuer Levi. Je suis désolé, frérot. Et je me suis frayé un chemin jusqu'à la rue commerçante. Et surtout jusqu'au Préville Bop. Et encore, en suivant ce papillon bleu, j'ai découvert une trappe au sol, qui menait vers la cachette des résistants de la NLU, groupe auquel appartient Abella, la mécano, et ça, on l'avait vu lors de son intro. Et là-dessous, j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes. Tout d'abord, 4 points étaient marqués sur la map accrochée au tableau. Ce n'étaient pas les mêmes points que les effigies, alors c'est très bon à noter, faut garder ça pour plus tard. Deuxièmement, la sauvegarde gratos, sans risque, on peut dormir ici tranquillement. Et pour finir, un cercle rituel, mais je laisse ça au radar parce qu'il s'y connaît beaucoup mieux que moi. À partir de la rue commerçante, j'ai assez vite trouvé l'orphelinat, même si j'ai dû passer par un grand magasin avec une ambiance très spéciale. Et quand pour toi le sol a craqué sous mes pieds, j'ai encore rencontré un prêtre, j'ai combattu les enfants transformés, et en m'enfonçant au sein de cet orphelinat, je suis arrivé devant 2 seaux, celui de Grogoros pour sacrifier quelqu'un, et celui de Sylviane pour faire l'amour. J'ai même pas envie d'imaginer ce qu'il s'est passé ici. À côté se trouvait un prêtre qui m'a tendu les bras avant de lancer un combat. Le père Hugo est le boss de l'orphelinat, et durant cette première rencontre, il a tué mon équipe en se déshabillant dans un océan de flammes. On veut se déshabiller, mais... frérot ? En voulant retourner jusqu'à l'orphelinat, je suis passé par la boutique de vêtements et je me suis moi aussi fait avoir par l'obélisque de fringues. Ouais. Mais surtout ayant pris une mauvaise direction parce que la ville est un sacré dédale, et en voulant pousser un peu l'exploration tout de même, j'ai atterri dans ces appartements que je pensais vraiment pas importants au début. Déjà, la première chose chelou qu'on voit, c'est cette télé. Chelou parce que la personne qui passe à la télé, c'est... Karine. Alors oui, c'est normal de passer à la télé quand t'es journaliste. Sauf que là, elle relate les faits qui se passent à Préville. Alors qu'on vient d'arriver à Préville. À quel moment elle a pu enregistrer cette émission ? Ensuite, grâce à un passe-partout trouvé près d'un bureau, j'ai pu explorer les appartements, qui semblaient comme figés dans le temps. La seule interaction possible dans tous ces appartements était avec cette statue d'homme-cheval, où je pouvais la faire glisser sur le sol, jusqu'à cet endroit où le plancher semblait plus fragile. Et bingo. Grâce à ce nouveau trou, j'ai pu accéder à la salle en dessous inaccessible autrement. Là-bas, à ma grande surprise, j'ai rencontré un passager du train, qui semblait troublé par les marques au sol. Après un court dialogue, on apprend qu'il s'appelle Dan, et décide de se joindre à nous. Oui, ça fait plaisir d'être 3 dans la team, bordel. Et dans la même salle, j'ai trouvé le journal du fou, qui décrit l'énigme de ces appartements. J'ai trouvé la solution quand je suis retourné regarder la télé. Karine parlait d'appartements, et le journal parlait des locataires. Il fallait donc visiter les appartements, se baser sur la description du journal pour savoir qui est qui, et ainsi créer un code. Mais à quoi sert le code, me direz-vous ? Eh bien, au sous-sol du bâtiment, il y a cette machine à laver avec une trace de sang qui demande un code. Y entrer la bonne réponse arrêtait la machine, et on pouvait aller à l'intérieur. Je suis arrivé dans cette dimension où j'ai très vite été pourchassé par ces ennemis merdes que j'avais vus dans les égouts. Et il y en avait énormément. Je me suis échappé tant bien que mal, même si parfois j'ai dû recourir à la force. Jusqu'à ce que du coin de l'œil, je vois cette statue. C'était ça, l'une des effigies qu'on cherchait. Et quelques minutes plus tard, j'ai pu mettre la main sur l'effigie de la fellation. Ok, on peut se barrer d'ici. J'ai fait demi-tour direct, je suis sorti de ces appartements. Je suis vite allé sauvegarder auprès Villebop, et j'ai bien fait parce qu'Abella est morte d'infection pas longtemps après. Je me suis dirigé vers l'orphelinat, mais cette fois-ci on était 3. 3 contre le père Hugo. Après un combat acharné où j'ai perdu aucun membre de mon équipe, j'ai fini par tuer ce boss. Tout ça pour obtenir le meilleur objet. Rien du tout en fait. Il y avait rien. Clé du directeur. Tiens, fils de pute là. Tiens, connard là. Tiens, bâtard là. Tiens, ça tiens. La vérité, c'est que t'es même pas obligé de tuer le père Hugo pour voir la suite. On avait juste à trouver le chemin qui mène à la cour, aller dans cette petite réserve, pour y trouver un sigil, qui t'emmène lui aussi dans cette dimension. Et là-bas, après un court labyrinthe parsemé de mobs, j'ai pu mettre la main sur la deuxième effigie.
À ce moment-là, je savais que la dernière effigie se trouvait à l'église. Alors j'ai tenté d'y retourner. Mais le problème, c'est que je ne savais pas comment y retourner. J'avais l'impression que tous les chemins étaient bloqués comme si la ville avait changé de forme. Des menaces m'attendaient à chaque fois que je pensais rejoindre l'église. Je tournais en rond et en rond. J'ai cependant trouvé un chemin qui me mène vers des bois. Mais ma joie était de très courte durée. C'est qui ça? J'ai aucune idée sur comment rejoindre l'église. T'as pas des idées au radar? Pour ma part, j'ai voulu marcher encore une fois dans tes pas, mais je me retrouvais à chaque fois beaucoup trop harcelé par Nidus et la Squadra pour explorer correctement. Donc décidé de repartir sur des bases propres avec un nouveau personnage. Mon choix s'est porté sur Levi, et quand tu vois qu'il est considéré comme vétéran de guerre à seulement 18 ans, ça laisse présager le pire pour son background. Et en effet, étant abusé par ses parents, il se retrouvera placé dans l'orphelinat que tu as visité en ta partie. Au vu des événements louches incluant des petites disparitions d'enfants, sa seule échappatoire sera de s'engager dans l'armée de l'Union de l'Est. Il enchaînera là-bas les missions suicides, avant que son esprit ne puisse plus supporter l'horreur de la guerre et qu'il déserte son poste. Il prend alors le même train que les autres protagonistes pour rentrer après Evil, son seul foyer, faute de mieux. Assez tôt avec lui, j'ai pu couper la tête d'un des villageois pour l'offrir au Cercle Imparfait, ce qui invoquait l'Entaché, l'un des nouveaux dieux de cette époque. Donc ouais, les nouveaux dieux règnent encore d'une certaine manière sur cet âge. Ils nous donnent des fragments de pierre d'âme qui nous servent de points de talent à dépenser dans les scènes contre de nouvelles compétences. Dans la maison du maire, j'ai trouvé une bible de Vinushka encore une fois. Ce qui est parfait, car il y a un cercle correspondant juste à côté, là où le prêtre est installé. Je note aussi dans la description de l'item que l'auteur des bibles occultes est Tenki Ankarian. Eh oui, c'est le prêtre noir du premier jeu. Ici aussi, ça corrèle complètement avec son ending S, dans laquelle, aux portes de l'accès à l'ascension, il décline l'offre des anciens dieux comprenant que toute cette mascarade n'est qu'un piège, et préférant passer le reste de sa vie aux côtés de Nostramus pour étudier les secrets de ce monde. Vu que Lévi commence quand même avec un petit arsenal, j'ai pu me débarrasser facilement du prêtre pour invoquer la déesse de la nature dans la maison. Elle m'a permis de descendre dans une pièce normalement inaccessible du sous-sol. Pas grand chose d'intéressant ici, à part la présence de ces orbes violettes imitant les battements d'un cœur et sûrement la raison du tic-tac qu'entendait Henrik. Henrik m'a ensuite donné la clé des égouts, mais je voulais continuer d'explorer un peu avant d'aller en ville. Je suis donc retourné au train, j'ai utilisé l'invocation de Vinushka dans la cabane détruite, ça m'a permis d'accéder à la zone dans laquelle tu as terminé ton dernier segment, étrangement. Je me suis fait décapiter par Skull Kid, mais je voulais voir ce qu'il avait de l'autre côté. Donc j'ai persévéré. Le gros inconvénient de Levi, c'est sa dépendance à l'héroïne. Il se retrouve beaucoup trop souvent en état de sevrage, ce qui lui inflige un gros malus à ses stats et notamment à son agilité. Ce qui l'empêche souvent d'attaquer en premier. Même ses chiens du tout début du jeu, là, sont un calvaire à gérer alors que mon stuff est pas si mauvais. Bon, vous le saviez déjà, mais moi je découvrais avec déception que ce passage menait après Evil. Un random m'a attaqué et le malus de vitesse de Levi a fait qu'il a directement pu me mettre une attaque pile ou face dans la tête. Super. C'est exactement ce que je voulais éviter à la base. Ok, bon, cette fois au lieu de faire pousser un arbre, on va essayer le saut de rare dans la cabane, et le résultat est encore... décevant avec ce dieu. J'ai aucune idée de l'endroit où j'ai atterri, ni de ce que je dois y faire. On l'appelle vraiment pas le dieu farceur pour rien, j'ai l'impression. Bon, il y a un autre cercle dans la maison du bûcheron, et je me souviens maintenant qu'on nous incitait fortement à y dessiner un saut de rare. Avec un petit piège à ours, je peux me défaire du propriétaire des lieux assez facilement, descendre dans sa cave, compléter le sigil dessiné avec du sang, et cette fois... Alors déjà on se retrouve dans un lieu un peu plus familier. Oh, et on y croise un nouveau personnage, l'homme en noir. Il nous dit bien vouloir nous apporter son aide, mais il a pas rejoint mon équipe pour autant. J'ai pu directement sortir de cette dimension, et la chèvre m'attendait à la sortie de la maison. Ah, c'est donc elle notre nouvelle alliée. En vrai, pas mal, hein. J'en ai profité pour utiliser la compétence discussion d'équipe. Ouais, normalement c'est sympa de l'utiliser dès qu'on arrive à recruter différents personnages pour avoir des petites discussions très intéressantes. Mais c'est la seule occasion où mon cerveau malade a pensé à l'utiliser. Oupsie. Bon, la chèvre agit un peu à la manière de Moonless dans le premier jeu. On ne la contrôle pas directement, elle se contentera d'attaquer des membres des ennemis random. Ces stats n'ont pas l'air terribles, mais vu que ma seule autre alternative c'est un camé complètement desséché, je vais pas me plaindre. Ok, j'ai rien dit, c'est mon meilleur élément. A noter qu'ensuite je me suis rendu au bunker souterrain. Vu que ma seule save s'est faite grâce à la déesse de la peur et de la faim, on est toujours au matin du tout premier jour. Mais voilà, pas de Abella pour m'accueillir. La raison ? Eh bien, je suis passé à la maison du maire avant. Donc les événements du jeu ne sont pas seulement soumis au temps, mais aussi à l'ordre de nos actions. Ça va compliquer les choses, ça. Petit fast-forward. À ce moment-là, j'avais compris que Levi c'était pas le meilleur perso, et j'ai décidé de l'emmener en mission suicide dans l'église. Ouais, le cycle se répète pour toi, mon pauvre. En cherchant un peu mieux, j'ai pu trouver des pinces qui m'ont permis de faire tomber le lustre. M'ouvrant un accès au geôle de la paroisse,
qui s'avère être la cachette de la dernière effigie que l'on cherchait. Comme d'habitude avec ce genre d'endroit, on trouve un cercle de rare déjà dessiné juste à côté. Je décide de m'y aventurer et j'y ai trouvé Samari, la sœur de Marina, complètement paniquée, n'arrêtant pas d'insinuer qu'elle vient de faire quelque chose d'horrible. Sans vraiment chercher à comprendre ce qu'elle insinuait parce que c'était pas vraiment l'endroit pour ça, j'ai essayé de la calmer et lui ai proposé de se mettre à l'abri dans le train. Samari accepta et je me mis en route pour la rejoindre. Sauf que Masque Mortier en avait décidé autrement. J'ai bien tenté de m'enfuir à travers la dimension de rare, mais comme souvent je me suis retrouvé face à un cul-de-sac, avec un être enchaîné. Quelle ironie! C'est plutôt moi qui suis enfermé ici. J'ai fini par être pris en tenaille par la grosse montagne de muscles, ce qui a mis fin à cette run. Bon, ma dernière save était vraiment loin. Je pense qu'il est temps de passer à un nouveau personnage. On va repartir avec Dan, un médecin de guerre engagé malgré lui dans le conflit entre l'Empire de l'Est et l'armée du Reben. Comme beaucoup de monde à bord de ce train finalement. Ses parents étaient des adorateurs de Sylviane et faisaient partie du culte du Bunny Mask que l'on peut croiser dans le premier jeu. Ils se perdront d'ailleurs dans les étreintes de la déesse, laissant leur enfant seul qui sera par la suite adopté par un baron qui lui offrira la main de sa fille. Alors que tout semblait se passer pour le mieux pour le bon Dan, il sera appelé au front pour servir sa nation. À son retour, il retrouvera son épouse morte, sacrifiée par le fameux baron qui offrira également sa vie à la gloire d'un dieu inconnu. Quelle vie! Mes choix de carrière sur mon personnage m'ont permis de commencer avec la capacité Analyse, qui permet directement d'exposer la tête de mes ennemis. On va donc pouvoir prendre avantage des infos de Sekai et aller directement au bunker souterrain récupérer Abella pour exploiter cette compétence au plus tôt. Allez, c'est pas mal là, tout se passe comme prévu. Et pour la première fois, j'ai même un sentiment de puissance dans le jeu. Je peux vraiment affronter n'importe quel ennemi aisément sur ce début de partie. Needle, ça dégage. La dimension de rare, même pas peur. Je fonce sur ces ennemis chelous là. On attaque directement le crâne et... Ah, ils ont deux têtes. Ils m'ont arraché une jambe. Peut-être un peu trop pris la confiance. Bon, vu qu'on a perdu une jambe, on a aussi perdu la possibilité de courir, et ça va être relou de poursuivre le jeu sans cette capacité. Mais je pense que si je vais maintenant au manoir du maire, au soir du premier jour, je peux recruter Marina. Oui, c'est ça, parfait. Avec un groupe de 6 bras armés, on va vraiment pouvoir... Ah, Marina a quitté le groupe. Oh, vas-y, ce jeu. C'est pas grave. Je vais quand même essayer de poursuivre en me disant bien que cette save ira à la poubelle. C'est là qu'on peut passer en mode YOLO pour expérimenter au maximum les possibilités du jeu. Je vais essayer de me concentrer sur l'ouest de la ville dans l'espoir de trouver un moyen d'en sortir pour débloquer Sekai. Tu pourras comme ça finir ce que je n'ai même pas pu commencer, l'ami. Enfin bon, à force d'expérimentation, j'ai vite fait de me retrouver au milieu de la ville avec moins de 10 PV sur chacun de mes persos et un bras en moins sur Abella. Il va falloir faire avec. Ou plutôt sans, je suppose. En plus, je le rappelle, le leader de notre groupe a une jambe en moins. Et je dois avouer que du coup, à chaque fois que je passe à côté d'un de ces petits cercueils, je serre bien les fesses, moi. Imaginez si Masque Mortier en sort. Je peux même pas m'en fuir. Il me surprendrait littéralement le pantalon sur les chevilles. En baladant un peu plus vers le centre de la ville, j'ai croisé un autre des contestants, Auguste, qui grimpe et saute de toit en toit tranquillement. Un vrai ninja, le type. Oh, et par derrière, sur un lancer de pièces bien chanceux, j'ai looté 2 potions bleu clair. Ça va pouvoir remettre la vie de mes persos au max, ça. J'ai l'impression que ma chance est en train de bien tourner d'un coup. Vu qu'à la base je partais juste pour pouvoir tenter un maximum de choses, j'avoue que j'ai sauvegardé dans quasiment chaque lit que j'ai trouvé. On se retrouve déjà au jour 2, mais pour compenser, j'ai réussi à trouver une bible de Sylviane. Ah, c'est la seule divinité dont je ne connais pas encore l'effet. On a d'autres expériences fructueuses à appliquer. Vu que le vent s'est finalement mis en poupe de mon côté, il y a beaucoup de bonnes choses qui se sont produites dans ma run tout d'un coup. Je vais aller récupérer l'effigie de l'orphelinat sans encombre, j'ai réussi à mettre le feu à toute la squadra, libérant les rues de la ville de ces parasites et de Needles qu'on avait déjà défait au début de run, sauver le pauvre Levi des griffes de Caligula qui s'est malheureusement enfui juste après, rencontrer le fantôme qui se balade généralement pas loin des papillons bleus et des logitroscopes machin truc là, et c'est pas fini. Ensuite, j'ai récupéré l'effigie des appartements. En ressortant, j'ai enfin réussi à recruter Karine. Malgré ses grands airs, sur le moment, elle a pas vraiment réfléchi à 2 fois quand je lui ai proposé de rejoindre mon groupe cette fois-ci. Olivier a retrouvé ses jambes, hurrah! Ah non, nevermind, en fait c'est un ami qui copie son apparence. Je suis tombé dans un trou aussi. Et je suis revenu sur mes pas et j'ai trouvé une échelle qui nous permet de revenir au train. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir retourner à l'église chercher la dernière effigie par l'entrée principale maintenant. Tu vas pouvoir continuer ta run, Sekai. En plus, il y a la cabane détruite juste à côté. Je vais pouvoir tester mon sigil de Sylviane. Sylvia. Affinité avec Sylvia augmentée. Oh, mais c'est parfait ça.
Il permet de régénérer totalement les personnages au sein de mon groupe et de restaurer leurs membres arrachés. Allez, pour fêter ça, je complète mon groupe avec la chèvre. En avant, Kevlar. Grâce au sacrifice héroïque de Lévi, le passage jusqu'à l'effigie de l'église était tout tracé, et on a pu la récupérer sans embûche. Si ce n'est ces monstres escargots qui me font juste penser à Gary dans Bob l'éponge dans cet épisode où il devient intelligent. Bref, je comptais continuer vers Samarie pour la ramener saine et sauve au train, mais elle n'était pas exactement au même emplacement que la dernière fois. Bon, elle était vraiment quelques mètres à côté, mais malheureusement, comme on était déjà passé le deuxième jour, elle s'était déjà laissée envahir par sa folie. N'arrêtant pas de m'accuser d'avoir gâché la surprise, elle est passée à l'attaque après s'être métamorphosée de la même manière qu'Henrik et Abella à la fin du premier jour si on ne les recrute pas. Sa nouvelle forme, Dysmorphia, a engendré heureusement plus de peur que de mal, et ma team complète s'en est défait assez facilement. Les 3 effigies enfin en ma possession, je pouvais finalement les poser sur l'autel de l'église, révélant un passage secret vers les souterrains. M'y aventurer m'a débloqué l'accès vers la partie nord de la ville. Ah, enfin! J'arrivais alors dans l'allée du mausolée, où je me suis fait attaquer par des... Ok, c'est des têtes de tub là, on est d'accord. Et ils se durcissent en plein combat pour augmenter leur défense. Oh, ok, j'ai compris la métaphore. Laisse-moi tranquille, Miro, s'il te plaît. C'est sûrement scripté par des sous-entendus dégueulasses, mais ces petits monstres n'ont pas arrêté de concentrer leurs attaques sur Karine, la faisant tomber au combat. C'est dommage. Rip. En continuant un peu plus loin, j'ai retrouvé la bête que tu avais vu tabasser un CRS devant l'église. Sergal qu'il se nomme, ou plutôt Matanekokone Magnificat d'après ses dires. Aucune idée de ce qu'il baragouine. Enfin bref, c'est un vrai boss de Bloodborne le truc. Le combat est acharné, mais heureusement... Non! Il a eu Kevlar, ma chèvre! Espèce d'enfoiré! Et en plus, il a désengagé le combat juste après que tu lui as arraché son bras, prétextant que mon sang n'était pas digne de sa lame. Oh, mais au moins j'ai pu récupérer sa lance. Elle a bien craqué. Ok, c'est dans mon trade. Ayant perdu 2 membres éminents de mon équipe, j'ai voulu retourner un peu sur mes pas avant d'affronter les dangers de ce qui s'annonce être la dernière partie de la ville. J'ai trouvé un ascenseur qui me ramenait directement au village des pêcheurs du début, et j'ai donc décidé de repasser par le train, voir comment les choses avaient évolué de ce côté. J'ai retrouvé Olivia, qui a apparemment miraculeusement retrouvé son fauteuil roulant. Vu qu'elle était de nouveau d'attaque, elle a accepté volontiers de rejoindre mon groupe. Ce nouveau recrutement m'a donné la motivation de continuer. Au nord de la ville, je suis tombé sur une maison possédant un cercle parfait, me permettant de sauvegarder avec le sigil de la déesse de la peur et de la faim, et un ex-zen à côté de ce qui ressemble à l'hôtel qui nous emmène dans la salle de convalescence des nouveaux dieux dans le premier jeu. Ça me permet de constater que l'exen fonctionne lui aussi comme dans Fear and Hunger premier du nom. En récupérant les âmes des différents participants au festival, on débloque également leurs arbres de compétences sur l'exen. On peut ensuite échanger des pierres d'âme contre de nouvelles capacités correspondant à l'âme de la personne extraite. D'ailleurs, parlons-en des âmes. Dans le premier jeu, chacun des protagonistes possède un type d'âme donné correspondant à l'âme de chacun des nouveaux dieux régnant à cette époque. Ainsi, Kaara se voit attribuer l'âme de l'éternel, tout comme Nilvan, Darcé celle de la domination comme François, Enki celle de l'éclairé comme Valtei, et Nasra au passage, et enfin, Ragnavaldr celle du tourmenté comme Shambhala. Dans le premier jeu, ces âmes cherchent juste à tracer un parallèle entre ces personnages, sous-entendant que tous étaient prédestinés à occuper la même place et le même rôle que leurs prédécesseurs. Dans Termina, le concept est encore plus étendu. Déjà, car on a affaire à plus de protagonistes, Hiro étant alors son panel d'âmes pour que chacun en possède une différente en fonction de son jour de naissance. Et oui, ça ressemble pas mal au signe astrologique de chez nous. Comme pour les croyances autour de l'astrologie, avoir un type d'âme donné va avoir une influence sur le comportement et la manière d'évoluer de son possesseur. Par exemple, avoir une âme décrépite comme Caligula aura tendance à tourner la personne vers le crime et à en faire une belle ordure. Mais comme on a pu le constater jusqu'à présent, il semblerait qu'aucun des protagonistes du premier jeu ne soit plié à la destinée octroyée par leurs âmes. Donc au final, il est libre à chacun de développer ses propres morales et libre arbitre par-delà l'influence de leur âme. Miro a d'ailleurs révélé un cadran complet des âmes en fonction de la période de naissance. On y voit même des âmes pas encore portées par qui que ce soit dans le jeu. Et un utilisateur Reddit nommé Vengan Colborn, on a fait une version raffinée avec les personnages correspondants. Merci à lui. Étant né fin décembre, je vois que je possède une âme ombragée. Comme Olivia. Bref, fin de la parenthèse. Vu qu'à quelques pas de moi, se trouvait l'objectif du festival, la tour de Termina, au sommet de laquelle m'attendait Pekele Herrer. Mais ces derniers m'avaient dit que je ne pourrais y accéder que si je parvenais à éliminer tous les autres participants en premier lieu. Je me demande ce qui se passerait si j'essaie d'y entrer maintenant. Après tout, je suis pas assez fou pour affronter un dieu ancien seul. J'aurais bien besoin de mes alliés dans cette tâche. Malgré les avertissements du jeu, ayant sauvegardé quelques minutes plus tôt, j'ai décidé d'interagir avec la porte. L'influence de Rare envahit la tête de la pauvre Olivia, la faisant muter comme Samarie et d'autres avant elle.
J'ai donc affronté la danse mécanique, comme elle se faisait appeler maintenant. Je trouve sa transformation puissante symboliquement. On comprend ici que ces métamorphoses représentent les craintes et les vulnérabilités des personnes concernées. Ici, Olivia devient une entité quasiment totalement mécanique, nous suppliant de ne pas la regarder, elle et son corps à moitié machine et à peine humain. Malgré son tempérament fort et avenant, son handicap et l'omniprésence de son fauteuil roulant dans sa vie fait qu'elle se considère elle-même comme une abomination aux yeux des autres. J'ai quand même réussi à me défaire de la monstruosité mécanique, mais à ce moment-là, c'était au tour d'Abella d'endosser une forme que l'on connaissait déjà, et malheureusement, Shognar, ou le monstre éléphant du bunker, n'a pas eu trop de mal à écraser le crâne de ce pauvre Dan. Bon, je pense que j'ai assez avancé comme ça. Je te laisse la main et je tenterai une autre approche un peu plus tard. J'ai repris de zéro avec Karine, mais avec toutes les informations que tu m'as laissées au radar. Je me suis d'abord dirigé vers le bunker pour récupérer Abella et allumer le le truc. Puis je me suis dirigé vers la mairie pour espérer trouver la Bible de Vinushka. Et bingo. En passant près de la cabane du bûcheron, j'en ai profité pour récupérer la chèvre, et en l'espace de quelques minutes, on était déjà 3 dans ma team. C'est une belle évolution par rapport au début, hein. Comme l'a fait Auredar, j'ai moi aussi dessiné le sceau de Vinushka dans le cercle dans la cabane, ce qui m'a permis de rejoindre l'endroit où j'étais mort avec Karine la dernière fois. J'en ai profité pour visiter cette forêt qu'aucun de nous deux n'avait vraiment explorée. J'ai d'abord rencontré le doppelganger d'Olivia, j'ai découvert une tente militaire en pleine forêt, et un trou en plein milieu des arbres. On va essayer, hein, vu que j'essaye... D'accord. La forêt était surtout remplie de ses ennemis Skull Kid, mais à force de me balader dans ce labyrinthe naturel, j'ai atterri dans les bois enfouis. La particularité de cet endroit, c'est qu'il est protégé par le centaure, et comme la plupart des ennemis dans le jeu, il est vraiment immonde aussi. Par chance, je l'ai croisé qu'une fois, parce qu'au bout du chemin, il y avait un nouveau bâtiment à découvrir. Un autre bunker, le tunnel 1. Je suis ensuite tombé sur ce mur noir, et je me suis rappelé que j'avais mis un mode de censure. Ouais, c'est sûrement mieux comme ça. J'ai aussi vu de loin un nouvel ennemi qui m'a pourchassé à travers tout ce bunker, et qui m'a rattrapé dans un coin. J'ai fait la connaissance de la couturière, et vu sa dégaine, ça m'étonnerait pas qu'elle ait un lien avec Needles. Et perso, j'aime pas vraiment combattre ce genre d'ennemis. Outre ces premières mauvaises surprises, au fond du bunker, j'ai rencontré Ossa, blessé, qui ne voulait pas me dire ce qu'il faisait ici. Il a quand même émis l'idée d'une alliance qui serait bénéfique pour nous deux, et c'est comme ça qu'il est devenu le 4e membre de mon équipe. Ok, ça devient intéressant. Et juste derrière lui, j'ai trouvé un deuxième la machine là. Ça en fait 2 d'allumés. Avec 4 membres dans mon équipe, je me sentais invincible. De retour dans la forêt, j'ai fait une grosse purge des ennemis. Et comme ça, je suis remonté jusqu'au centre de Préville, puis dans les égouts en croisant cette fois-ci le doppelganger de Levi, jusqu'à atterrir au Préville Bop. Mon équipe a pu se relaxer, mais en fouillant la seule étagère du sous-sol, j'ai trouvé le livre de l'éveil. C'est trop pété. Dans le premier Fear & Hunger, c'est le livre qui m'a permis de sauvegarder à des endroits clés, et dans le deuxième jeu, ça a littéralement la même fonction. J'avais dans la poche une sauvegarde gratos, c'est incroyable. Par contre, la chèvre était à 1 PV de mourir depuis le début de l'aventure. Je l'avoue, j'étais prêt à sacrifier cette pauvre chèvre pour faire de la place dans mon équipe. Mais je l'ai soignée, et l'aventure a continué. Je me suis donc dirigé vers les 3 effigies à collecter. En premier lieu, celle de l'orphelinat, que j'ai récupérée assez facilement. Après ça, Non, j'ai menti, je l'ai pas soignée. J'espérais peut-être la voir mourir en plein combat, ok? Vas-y, fais-moi de la place aussi, toi. Bon, je me suis dirigé vers les appartements, et me demandez pas ce que j'ai fait de la chèvre. Si je voulais faire de la place dans mon équipe, c'était pour recruter Dan. C'est quand même mieux de diriger un personnage plutôt que se reposer sur une chèvre, non? J'ai refait l'énigme des appartements et le mot de passe n'est jamais le même d'ailleurs. J'ai trouvé l'effigie, je suis sorti d'ici et je suis allé vers l'église. En y allant, j'ai vu le garde dans l'allée, comme toi, Redar, et j'ai trouvé mon chemin jusqu'à l'église. Là-bas, toujours comme toi, j'ai trouvé la pince coupante, j'ai fait tomber le lustre et je me suis enfoncé dans les sous-sols de l'église. J'y ai trouvé la dernière effigie et je me suis frotté à l'un de ces escargots. Ouais, c'est pas mes mots préférés, eux. Et pour pratiquer ce que j'ai appris grâce à toi, Redar, j'ai dessiné le sceau de Sylviane sur un cercle rituel, et ça a donné une forme olympique à toute ma team. C'est excellent. Comme j'avais trouvé les 3 effigies et que mon équipe était en pleine forme, j'ai pris l'ascenseur qui te ramène au village de pêcheurs et je suis retourné au train pour sauvegarder. La sauvegarde parfaite. Au radar, on a déjà parlé, mais moi je venais de m'intéresser à Lexen à ce moment-là. Il est possible, selon l'affinité que tu as avec des dieux, d'acquérir des compétences qui leur correspondent. Par exemple, en augmentant l'affinité avec Sylviane, la déesse de l'amour et de la fertilité, il est possible d'acquérir des sorts de soins.
Et c'est cela que je visais personnellement. Pour ce faire, fallait offrir des têtes coupées à l'entaché, l'un des nouveaux dieux de cette époque. J'ai donc fait une grosse purge de tous les habitants de ce village, jusqu'à avoir 19 têtes coupées. Oui, ça m'a fait 19 fragments de pierre d'âme, mais je m'en servirai en temps voulu. Alors, retour à l'église pour placer les 3 effigies, avancer jusqu'à affronter Rancid le Sargal, et j'ai malheureusement perdu Dan dans ce combat. RIP. Et la créature s'est ensuite barrée, m'offrant l'accès au reste de la ville. J'étais enfin arrivé à ce croisement où devant m'attendait la tour, mais j'ai continué vers l'ouest pour explorer. De ce côté-là, j'ai emprunté un chemin linéaire qui m'a mené vers un nouveau bâtiment, le musée. C'est le seul endroit de la ville où on rencontre des gens qui ne sont pas agressifs. Mais quand on leur parle, ils sont comme absorbés par une conversation fictive, avec les lèvres qui bougent, comme pour parler, mais sans aucun mot qui sort. La seule personne ayant l'air saine d'esprit, c'était le majordome, qui me disait de chercher le diable rouge, la prêtresse du soleil et le vendeur de masques. C'est noté. J'ai déambulé dans les couloirs du musée, jusqu'à tomber sur cette silhouette familière, celle du génie qu'avait croisé au radar. Comment je me suis barré? Le génie me pourchassait à travers tout le musée, et les gens que je rencontrais disaient n'importe quoi. L'ambiance de cet endroit est vraiment bizarre, j'ai trouvé ça trop malsain. Mais à force de fuir, j'ai trouvé une Claymore, exposée derrière une vitre. J'ai fait le voyou, j'ai volé l'arme, mais j'ai pu m'équiper de cette arme après. Je suis facilement arrivé jusqu'à ces escaliers, où en haut m'attendait cette horloge. Mais je ne savais pas quoi faire avec. Tout a pris du sens quand j'ai parlé à plusieurs personnages, m'indiquant des heures et des minutes. Et j'ai tout de suite capté l'énigme. Par contre, pour le petit cadran avec des symboles, ça j'ai complètement piffé. En tout cas, ça a ouvert la porte entre les escaliers, et ce maudit génie me bloquait l'accès. Je me suis débrouillé pour l'esquiver, et derrière cette porte, il y avait un trou. Ok, allons-y. Oh. Ping West. On, ok. Ping Est. On, ok. Ping Est 2. Off. Ah, mais attends, mais c'est pas les trucs qu'on voit dans les bunkers à chaque fois? Les téléstroscopes machin mes couilles? Eh oui, pour ouvrir cette chambre forte, fallait allumer une dernière machine. Mais où la trouver? En fait, j'avais la solution sous mes yeux, ou presque. Est-ce que vous vous souvenez de la map marquée dans le sous-sol du Préville Bop? Eh bien, cette carte m'indiquait l'emplacement de tous les bunkers. J'avais déjà trouvé les 2 dans la forêt, celui où tu rencontres Abella, celui où tu rencontres Ossa. Et le point le plus au nord était le musée, la chambre forte. Donc, par élimination, je savais plus ou moins vers où aller. Oh, voilà, j'en étais sûr, monsieur, qu'il y avait un passage par là, c'était obligé. C'était obligé. Ok. Donc en vrai, il y a tout qui s'emboîte en vrai là. Je vais essayer de faire simple parce que ce passage casse vraiment le crâne. Ah oui, et j'ai relancé la partie depuis la sauvegarde parfaite pour récupérer Dan. Et surtout que ça m'a évité de faire un giga aller-retour. Bon, ici, faut jouer avec des valves pour gérer l'entrée et la sortie de l'eau, ce qui va te permettre d'ouvrir un chemin, vérifier que tout est bien, pousser la caisse au bon endroit, la pousser ensuite avec l'eau. Ouais, c'est un sacré bordel en vrai. Mais j'ai réussi, et j'ai pu passer à la suite. Je pensais pas descendre si profondément déjà qu'on était dans les égouts, surtout dans une grotte avec des champignons fluorescents et un rat géant qui me fuit. Mais la meilleure partie, c'était cette rencontre improbable. Créature dans l'ombre. Vous l'avez peut-être reconnu à sa silhouette, mais oui, c'est bien Moonless, qui réapparaît dans Fear Hunger 2 dans une version plus grande et vraiment plus terrifiante. En plus, on remarque 2 épées plantées dans son dos, qui sont 2 épées maudites que j'ai aussi trouvées dans la première vidéo. J'ai adoré cette rencontre, même si ça s'est soldé par une défaite totale de ma team. C'est chiant parce que je dois refaire toute l'énigme des égouts. Ok, je recommence. Cette fois-ci, j'ai aveuglé Moonless avec des éclats de verre.
Comme ça, la plupart de ses attaques ne me touchaient pas. J'ai ensuite attaqué une épée plantée sur son dos, le fer sombre, ce qui l'a fait tomber, et j'ai pu récupérer l'arme ensuite. Je vous ai parlé en tout début de vidéo d'une mécanique importante dans les combats de Fear and Hunger 2, c'est l'éveil. Ces petits symboles à côté des noms des personnages. En cumulant 3, le personnage peut attaquer 2 fois de suite. Et c'est très souvent game changer. C'est comme ça que j'ai réussi à battre la bête d'ailleurs. Mais heureusement que sa défaite ne signifiait pas sa mort. Ça m'aurait fait trop de la peine de tuer cette pauvre Moonless. En fait, Auguste est apparu de nulle part pour la secourir. Et cette dernière est retournée dans les ténèbres. Il paraît que pour Auguste, c'est une vieille connaissance de sa famille. Et il est parti comme il est venu. Un curieux personnage, hein, cet Auguste. En tout cas, devant moi, c'était le dernier bunker. Là où j'ai rencontré le doppelganger de Tanaka, et là où j'ai allumé le dernier téléstroboscope. Je suis pas sûr de bien l'avoir prononcé, mais t'as compris, je crois. Hein, j'espère. Tout allait pour le mieux. J'ai même pu apprendre mes sorts de soins, mais quand j'ai sauvegardé auprès Evil Bop, Dan avait disparu. Ce jeu va me rendre fou. Et la seule chose qui a changé dans cette situation, c'est que en allant au musée, Pocket Cat est sorti, avec le fauteuil d'Olivia. On peut comprendre que Dan est devenu Pocket Cat durant la nuit. Et en prime, j'ai rencontré la danse mécanique dans le musée. Un vrai bordel ce jeu. Ça m'a un peu foutu dans la merde parce que j'ai dû reprendre une sauvegarde avant le pré-Evil Bop. J'avais pas mal de choses à rattraper. Mais bon, nous voilà de retour au musée. Nous voilà même de retour devant la porte de la chambre forte. Mais cette fois-ci, la porte s'est ouverte. Je pense qu'on approche tous les deux de notre but, c'est parfait ça. Il y a un détail important qui est apparu à l'issue de ton combat contre Moonless. Auguste mentionne qu'elle est une vieille connaissance de sa famille, et au vu de ses origines apparemment holdegardiennes et de ses talents avec un arc, je suppose que ça implique qu'il est un descendant de Ragnavald, le vagabond du premier jeu. Dans sa fin S à lui, il parvient à se sortir du donjon après avoir décimé chacune des monstruosités qu'il occupait, devenant ainsi une légende au sein de son peuple. Il est tout à fait possible qu'il se soit ligué avec Moonless dans cette tâche, la ramenant avec lui dans son foyer natal. Mais voilà, comme on l'a dit au début, au vu des événements présents dans Termina, il faut forcément que l'un des protagonistes ait emmené la petite fille au cœur du donjon en y laissant sa propre vie au passage. Et je pense qu'on peut maintenant affirmer que cette personne, c'était ce pauvre Kahara. Très bien, donc puisque toi tu te concentres sur les souterrains de la ville, de mon côté, je vais continuer d'essayer à en atteindre le sommet. Mon nouvel objectif était donc de pourchasser et d'éliminer les contestants restants, afin de pouvoir entrer dans la tour. Assez ironique, quand pour ma part, mon premier réflexe en lançant le jeu avait été de chercher des alliés, quand toi tu t'en étais pris directement à ce pauvre Tanaka. Les rôles se sont bien inversés finalement. J'ai oublié de le préciser, mais Marco et Pav se sont déjà entretués aux portes de la ville alors que je me mettais en route pour l'église. Ça fait déjà ça de moi à gérer. Grâce à des indications, je sais aussi maintenant où trouver Ossa à ce stade du jeu. Je me suis donc rendu au bunker à l'ouest de la forêt, et pour le moment, j'ai ajouté le mage jeune à mon groupe. Il pourrait m'être utile sur le long terme et... Ah bah non! Le centaure m'a sauté dessus à la sortie du bunker et s'est occupé de son cas. Bon, je vois que tout le monde veut absolument que je me tape la fin avec le mauvais rôle, j'ai compris. Ma cible suivante était donc Henrik. Ça allait pas être une mince affaire, car on le sait déjà, il est le premier participant à muter et sous cette forme, il est brutal. Mais sur ma route, une étrange créature s'est mise à me tirer dessus en poussant des gémissements étranges. Elle s'est mise à fuir après les faits et j'ai vite compris qu'il s'agissait du pauvre Lévi, qui avait succombé à la lumière d'horaire. J'ai mis fin à ses peines, ajoutant une nouvelle tête à mon tableau de chasse. Retour sur le maire. Et en utilisant des éclats de verre pour aveugler la bête et la compétence de Dan pour pouvoir focus sa tête, j'ai pu me défaire d'Henrik assez aisément. En dormant dans la demeure de ma dernière victime, j'ai pu voir les derniers visages qui me séparaient de mon objectif, à savoir les membres de mon groupe, Olivia et Abella, Marina que je pense pouvoir trouver à la bibliothèque de la ville, et... Auguste. J'ai aucune idée de ce que peut bien foutre Auguste en ce moment, ni où le trouver d'ailleurs. Enfin bref, comme je le pensais, j'ai pu retrouver rapidement Marina dans la bibliothèque. J'ai simplement laissé rejoindre mon groupe pour pouvoir la garder sous la main. Je me sens horrible. N'ayant aucune idée d'où pouvait se trouver Auguste, je me suis rendu au pré-Evil Bop. Ici, chacun des membres de mon groupe ont souhaité prendre un moment pour se relaxer, en occupant chacun une salle différente. C'était le moment parfait pour les prendre un à un à partie. J'ai commencé par me défaire de chacun d'entre eux avec aisance. À part pour cette satanée Olivia qui s'est bien débattue. Elle m'a même lancé des orties au visage, me laissant avec un debuff d'irritation. Je sais même pas ce que ça fait. Très bien. Je vais me retrouver seul face à 2 des boss les plus forts du jeu. Donc autant tirer le maximum des compétences que mes anciens alliés peuvent maintenant me transmettre. La plus importante étant l'âme douce d'Abella, me permettant de débloquer la capacité de fabriquer mes propres armes. Et grâce aux pièces que j'ai obtenues en éliminant la squadra, je peux me faire moi-même sûrement l'arme la plus puissante du jeu, la meuleuse. Par contre, j'ai toujours aucune idée de ce que je dois faire avec Auguste. J'ai donc dormi dans le premier lit venu, peut-être qu'il me rejoindra au pied de la tour pour une ultime bataille au soir du 3e jour. Et il s'avère qu'en consultant la liste des participants restants,
Sa tête a été cochée d'elle-même. J'ai d'abord cru à un bug, donc je suis allé vérifier sur le wiki, et il semblerait qu'à part un moment très spécifique du jeu, il est impossible d'engager Auguste dans un combat. Autrement, il met lui-même fin à ses jours juste avant d'être transformé en serviteur de Rare, refusant son influence. Ça me fait un peu moins de sang sur les mains tout ça. Tant mieux. Il est donc temps maintenant de pénétrer dans cette fameuse tour vers laquelle j'ai le regard tourné depuis le début du jeu. Ma stratégie était très simple. La meuleuse permet de frapper plusieurs fois mon ennemi. Couplé avec l'anneau qui m'octroie du vol de vie, ça me permet de récupérer une bonne partie de mes points de vie à chaque attaque. Ajoutant à cela les pilules qui sont un consommable augmentant l'agilité de mon personnage, ce qui lui permet un second tour à chaque phase. J'avais là une combinaison qui devrait me permettre de mitiger n'importe quel montant de dégâts qu'allaient m'infliger mes adversaires. Comme on pouvait s'y attendre, Bekele n'avait aucune récompense à nous offrir, le seul intérêt de ce festival étant de divertir la présence d'un dieu absent. Il espérait m'offrir une mort rapide, et en effet, il est largement capable de balayer les 3/4 de ma barre de vie en une série d'attaques. Mais comme dit, mon potentiel de régénération était vraiment au plus haut. C'est avec très peu d'importance, et au final, je me suis défait assez facilement du prêtre du dieu lunaire. Mais que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? C'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Vous entendez? Il arrive déjà. Il est temps pour vous de vous réveiller. Ensuite, c'est la divinité elle-même qui s'en est prise à moi. Et là, j'avoue que j'ai été pris au dépourvu. Le boss possède 6 yeux en plus de son corps principal. Et la plupart de ses yeux utilisent des attaques qui drainent très rapidement le mental. Les points de mental font principalement office de points de mana dans ce jeu. Mais s'ils arrivent à 0, on subit à chaque fin de tour une attaque pile ou face capable de nous éliminer en un seul coup en cas d'échec. Et le boss est bien trop tanky pour que ma chance puisse me porter jusqu'à la fin du combat. J'avais donc besoin de quelque chose me permettant de récupérer des points de mental, et je me suis souvenu d'une cave à vin dans l'un des bars de la ville qui me permettrait d'avoir une bonne source de régénération à ce niveau-là. Après y avoir rempli toutes les fioles que je possédais, je suis retourné tenter ma chance face au duo infernal. Bekele est encore une fois tombé sans mal, et même si le combat contre Rare s'est suffisamment étiré pour me vider de toutes mes ressources, j'ai quand même fini par remporter la victoire. Enfin, était-ce vraiment une victoire ? Aïe ah. Et c'était la fin la plus facile, celle-là. Entre les deux, je pense. C'était celle qui était le plus garantie. De la lune s'est lentement désintéressé de vous. Vous êtes témoin de quelque chose qui dépasse votre compréhension. Vous avez vu quelque chose que vous n'auriez pas dû voir. Alors que vous prenez lentement conscience pour réaliser que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques instants. Vous vous réveillez dans une nouvelle réalité. Soudain, le vide obscur au-dessus de vous semble beaucoup plus grand, presque infini. Il y a des choses dans ce monde qui dépassent la compréhension. Vous ne savez pas si ce sentiment est celui de l'illumination ou celui de la terreur totale. Le vent doux sur votre joue vous semble étranger. Avec cette compréhension nouvellement acquise, même les sensations les plus mineures sont nuancées. Le cœur de lune a entaché votre existence. Ceci dit, au moins vous avez survécu. Votre esprit est encore intact. Vous avez survécu. Et c'est tout ce qui compte. Dan se réveille avec une sensation de vide, conscient qu'il a vu des choses dépassant sa compréhension. Il ne sait plus s'il a été illuminé ou totalement terrorisé par cette expérience. Il a survécu, mais il est entaché à jamais. Et c'est dans ce nouvel état de conscience qu'au 4e jour, Dan reprit son voyage en train seul. Il se souvint du baron ayant tué son épouse et sa propre fille qui était à l'origine de son voyage. Il n'avait plus vraiment de raison de le haïr au vu du bain de sang que Dan avait lui-même provoqué. Tout ce qu'il ressent aujourd'hui, c'est la présence de ce chat et de son offre. Puisqu'il n'y a plus rien à perdre, pourquoi ne pas l'accepter en effet? Et ouais, comme tu l'as fait remarquer, Sekai, il est possible que Dan prenne la place de Pocket Cat dans le jeu. J'ai pas trop eu l'occasion de faire interagir les deux personnages durant ma partie, mais le marchand au masque de chat porte un intérêt tout particulier au jeune médecin et à son âme vide, lui permettant très certainement de pouvoir facilement occuper son corps. Il y a tout un tas d'interactions sympas à avoir autour de cette petite sous-intrigue, donc même si on a vu une des fins à l'instant, il reste encore tellement de choses à découvrir dans le jeu, c'est assez fou. Dans ce nouveau bunker, les menaces ont très vite surgi. D'abord, ce soldat armé d'un lance-flamme, qui pour le coup n'a pas fait long feu contre mon équipe de 4 et mon arsenal d'armes rares. Cet endroit, le bunker blanc, était composé de plein de petits couloirs qui le rendaient labyrinthique, avec parfois des soldats d'élite qui m'attendaient dans des coins, ou cette chimère qui me rappelait Full Metal Alchemist.
Quand je suis arrivé sur ce pont, avec ses mains gigantesques en fond, je savais que j'étais dans la bonne direction. Après celui-ci, j'ai vu une silhouette de femme, et en m'approchant, elle avait une tenue très particulière, tout en cuir ou en latex. Un délire très BDSM. Et au moment où elle est sortie de mon champ de vision, une chose immense a foncé sur moi. Le peloton et son commandant, qui s'est révélé être un soldat de Sylviane. Ouais, ça explique un peu mieux sa tenue. Grâce à Dan et sa compétence analyse, j'ai pu directement viser la tête du commandant latex et la tuer en quelques tours. Ça m'a laissé contre ce char organique et dégueulasse, et heureusement c'est plus de peur que de mal. Certes, cet ennemi fait des gros dégâts, mais je peux me soigner en plein combat. Mes armes font mal, et après quelques pile ou face évitées, la bête était à terre. J'ai fini par suivre ces papillons bleus qui m'ont mené au plus profond du bunker. J'étais arrivé devant Kaiser, ou le garde, qui visiblement m'attendait, me disant que je venais pour assister à la naissance de la nouvelle ère, la naissance d'un nouveau dieu, Logique, le dieu machine, créé par l'homme. L'humanité a créé Logique pour ne plus devoir emprunter des forces à l'ancien monde. L'humanité devrait s'élever en tant que conscience commune. Mais pour éviter que je perturbe ses plans, le garde a fini par m'attaquer. On retrouve l'attaque Lex Whip du premier jeu qui a coupé la jambe de Karine, mais franchement grâce à Analyse de Dan, le combat n'a duré que 3 tours. La déception. Un léger flop de la part de le garde, ou c'est peut-être Analyse qui est trop pété. Faut voir. En tout cas, lui a disparu sur sa chaise, me laissant l'accès libre vers Logique. J'en ai profité pour sauvegarder devant grâce à mon livre de l'éveil, et je suis entré. Aïe 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 aïe. C'est donc ça le boss de fin. Un monolithe s'élève devant vous. Ah, c'est le dieu machine du coup, c'est logique. Ok, logique 1. Vas-y. Cette fois-ci, la compétence analyse n'était pas d'une grande aide. Logique n'avait pas vraiment de points faibles et pouvait attaquer jusqu'à plusieurs fois par tour. Oh ça, on a très vite fait les frais. À chaque tour qui passe, son système d'échappement chauffe, et à force, ça libère une grosse attaque. Fallait donc jongler entre les soins, les attaques sur les 6 réservoirs pour éviter cette grosse décharge. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas les détruire pour de bon. Ce combat devient très vite tendu. Tendu au point qu'Abella meurt elle aussi au combat. Tendu au point que je n'ai plus de bouteille d'alcool pour régénérer mon mental. J'ai eu un léger espoir quand j'ai vu ce flash, qu'il a juste mené vers sa phase 2. Sans surprise, j'ai perdu ce premier combat. La deuxième fois, la première phase est beaucoup mieux passée. J'ai mieux géré les réservoirs, les soins, jusqu'à me sentir plutôt bien sur la phase 2. Et après un combat acharné contre Logique, ce dieu machine s'est révélé à moi.